Bonjour, nous avons la joie aujourd'hui d'accueillir pour ce rendez-vous l'écrivain Guy Sormand. Guy Sormand qui se trouve à New York, au nord de New York, et qui est un intellectuel engagé, bien connu des Français. Il a écrit de très nombreux livres, articles de journaux. Il a écrit sur les États-Unis, mais pas seulement. Guy Sormand, bonjour. Vous avez écrit sur les politiques de développement, la libéralisation des mouvements migratoires, la mondialisation, les ennemis du progrès, l'islamophobie. Et vous avez écrit au moins deux livres concernant les États-Unis, Un voyage en Amérique, Made in USA en 2004 et Le cœur américain en 2013. Alors, avec moi pour cette conversation, Christian Macarian, que nos téléspectateurs connaissent bien, qui est éditorialiste en particulier à LCI. Christian, est-ce que vous avez une question que vous voulez poser à Guy Sormand ? Oui, je voulais lui demander quel était son sentiment sur cette fin de mandat de Donald Trump. Est-ce qu'il prévoit encore des tensions jusqu'au mois de janvier avec de possibles rebondissements internationaux, ou est-ce qu'il pense que tout ça va se défaire petit à petit en biseau? Guy Sormand. Bon, le prophétisme, c'est un genre difficile, mais ce qui me frappe, c'est que le pays est très calme. Les Américains sont très calmes, il y a peu de protestations, c'est très minoritaire, et en vérité, tout le monde a intériorisé la défaite de Trump, y compris Trump lui-même. Donc, ce que je prévois, dans la mesure où on peut prévoir Trump, c'est qu'il va commettre quelques actes et déclarations de manière à enjoliver son bilan de mandat. Donc, la semaine dernière, il nous a dit que le vaccin, c'était lui, et que c'était une grande victoire, et que le Covid, il l'a vaincu. On s'attend dans les jours ou les heures qui viennent à ce qu'il confirme le retrait des troupes américaines, pas en totalité, mais en partie, en dehors de l'Afghanistan et de l'Irak, pour dire le retrait de l'Amérique, la fin de ces guerres inutiles, c'est moi. Donc on va avoir droit à 2 ou 3 déclarations ou actes de ce type, répétant à chaque fois, bien entendu, que l'élection lui a été volée, mais de manière à bâtir sa statue pour un avenir ou une nouvelle vie qu'on imagine, un avenir politique. Mais je n'envisage pas de plus grand rebondissement que cela, d'autant que, comme je le disais, le pays est calme et le Parti républicain dans l'ensemble a absorbé le choc de la défaite. Et pensez-vous que Trump va, par exemple, assister à ce qu'on appelle l'inauguration, la prestation de serment de Joe Biden, ou qu'il va encore faire des siennes jusqu'à la dernière seconde? Écoutez, il a fait toute sa carrière en étant un mauvais garnement. Donc, je doute fort que tout d'un coup, il adopte des bonnes manières. Et comme il va asséner combien l'élection a été volée, il ne peut pas décemment assister à l'inauguration. Il n'assistera pas à l'inauguration, puisque y assister serait reconnaître que l'élection est valide. Donc il va dire, voilà, je n'ai pas perdu, mais je m'incline puisque les médias sont contre moi, le Parti républicain me lâche, mais je ne vais pas cautionner la transmission des pouvoirs. Donc il sera certainement absent. J'envisage qu'il se fasse remplacer peut-être par le vice-président Pence, qui est l'homme civilisé dans le couple. Christian Macarian, vous, en ce qui vous concerne, pensez-vous que les actions que Trump entreprend depuis l'élection de Biden peuvent compromettre les débuts de la présidence, enfin peuvent gêner le début de la présidence de Biden? Compromettre, non, parce que, comme vient de le dire Guy Sormand, une logique est en marche, et c'est la logique démocratique, il faut quand même s'en féliciter. En revanche, que ça lui complique la tâche, oui. Par exemple, faire monter la pression sur le dossier iranien sans parler d'une intervention militaire directe, puisque de toute évidence, tous les conseillers de Trump lui ont fortement recommandé de ne pas le faire, de ne pas entreprendre une initiative militaire contre l'Iran. En revanche, remettre le sujet de l'Iran sur la table et faire monter la tension dans une forme d'escalade, fût-ce verbale, c'est une manière
d'obliger Biden à se débusquer, à riposter, à faire des dénégations, etc. Bref, de poursuivre l'action politique de Donald Trump telle qu'il l'a toujours envisagée. Encore un autre signe, le fait de se débarrasser sur un trait de plume ou en claquant des doigts du directeur de l'agence de cybersécurité qui contrôle la bonne tenue légale des élections, ou bien de se débarrasser du secrétaire à la Défense, comme il l'a fait Mark Esper, est une manière aussi de montrer qu'il est encore aux manettes, ce qui est supposé, en tout cas dans l'esprit de Trump, compliquer la tâche de Joe Biden et surtout de compromettre, en maintenant cette tension, les fameux 2 postes de Sénat qui viendront devant les électeurs en Géorgie le 5 janvier prochain. Si Biden a ces 2 sièges de sénateurs pour lui, il aura évidemment une quasi-majorité au Sénat. Il n'aura pas tout à fait la majorité, mais grâce à Kamala Harris, la vice-présidente, qui pourra présider alors le Sénat, il aurait le Sénat non plus pour lui, mais de manière assez claire, il ne sera plus contre lui. Alors, pour Trump, il y a encore une petite bataille à mener avant le fameux Inauguration Day. Et Guy Sorman, vous êtes donc franco-américain, vous avez les 2 nationalités, vous venez souvent à Paris, vous êtes également conseiller municipal, une fonction politique aussi très importante à Boulogne-Billancourt. Comment avez-vous vécu ces 4 années Trump? D'abord, est-ce que vous le connaissiez avant et est-ce que vous vous attendiez un peu à sa victoire? Alors, je ne suis pas franco-américain, je suis français et américain. Ah, pardon. J'insiste beaucoup sur les 2, parce que c'est une des raretés au monde. Vous savez, c'est un accord qui a été passé entre Washington et Lafayette en échange de l'appui de la France aux États-Unis. Washington a permis que les Français deviennent américains. Donc, je suis et français et américain. Bon, c'est juste un petit détail historique. J'ai rencontré Trump avant qu'il ne fût président, parce que c'est une personnalité à New York qui était très notoire et qui était très engagé en politique depuis très longtemps. Il n'a pas surgi en politique. Il avait été tenté par une candidature présidentielle auparavant. Il avait fait campagne contre Obama. C'est lui qui avait lancé toute une campagne pour expliquer qu'Obama n'était pas vraiment américain, mais donc il n'avait pas le droit d'être président des États-Unis. Donc c'était un personnage que l'on situait. Et la rampe de lancement, c'était ces reality shows à la télévision. Dire que je m'attendais et que je prévoyais la victoire de Trump en 2016, non. Ce serait très présomptueux de ma part. Ce fut une surprise, comme pour tout le monde. Et après, j'ai été, comme commentateur, je me suis interrogé sur les raisons de ce succès qui ne se dément pas, parce que la deuxième surprise après son élection il y a 4 ans, c'est quand même l'extraordinairement bon résultat qu'il a obtenu cette fois-ci et que l'on n'attendait pas. C'est-à-dire que l'élection, c'est quand même joué sur un fil. Donc, il faut s'interroger sur la puissance politique de Trump. Le personnage est charismatique, qu'on le veuille ou non, avec une très forte présence physique, et il représente quelque chose de très profond dans la société américaine. Je dirais ce que j'ai appelé la défense du mâle blanc. La population blanche la plus modeste a très peur d'être envahie par les immigrés, les féministes, et donc il joue beaucoup là-dessus. Et ça ne suffit pas pour expliquer son succès. Il y a aussi le fait que il poursuit une certaine tradition républicaine de la haine de l'État contre les impôts, contre l'État. Donc il a réussi la fusion, si vous voulez, entre, je dirais, les gilets jaunes, d'une certaine manière, ou l'équivalent américain des gilets jaunes, et puis la tradition républicaine, ce qui a un peu surpris les démocrates et qui explique quand même le bon résultat de Trump et la raison pour laquelle, à mon sens, la campagne pour 2024, elle a déjà commencé. L'élection dont nous venons de parler en Géorgie pour les 2 sénateurs, pour moi, c'est la première étape de la campagne électorale pour 2024. Et Christian, pensez-vous plutôt que Trump peut se représenter en 2024 ?
Oh, honnêtement, ça, comme disait Guy Sormand tout à l'heure, je ne vais pas me lancer dans les prophéties. Surtout quand elles concernent l'avenir. Oui, surtout quand elles concernent l'avenir. C'est beaucoup plus agréable de prévoir le passé. Là, on est tous très à l'aise. Non, cette boutade mise à part, je pense qu'à l'heure qu'il est, il est difficile, avec les éléments d'information dont nous disposons, de répondre par l'affirmative à cette question-là. Après tout, beaucoup de choses aussi vont dépendre du mandat de Joe Biden, dont on imagine difficilement qu'il soit renouvelable, mais qui sait, ça le conduira à 82 ans tout de même, ce qui est assez hypothétique, mais supposons que Biden donne plus ou moins satisfaction, ça sera quand même assez difficile de revenir sur tout cela. Maintenant, si Biden est empêché de gouverner, si son mandat se passe mal, je pense qu'on le saura assez vite au bout d'une année. L'hypothèse Trump, en tout état de cause, ne peut pas être écartée objectivement. Et en ce qui concerne la comparaison faite par Guy Sormand entre les Gilets jaunes et l'électorat de Trump, vous êtes d'accord ? Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments de vérité. C'est la thèse d'un éditorialiste britannique très brillant, David Goodhart, qui dit, en gros, il y a les somewhere et les everywhere, ceux qui sont à l'aise partout dans le monde, les bénéficiaires de la mondialisation, et ceux qui sont ancrés quelque part et qui, dans leur espace, la ville, la région ou l'État fédéré dans le cas des États-Unis, n'ont pas envie de voir leur espace de vie se transformer, ni leur mode de vie se transformer, et de garder leur avantage dans l'espace vital qui est le leur. Alors ça, ce sont les somewhere. Les anywhere sont évidemment beaucoup plus éduqués. Et les somewhere le sont moins. Ils ont un niveau de formation ou de diplôme bien moins élevé. Et ce qu'on a constaté, ça me semble être une loi tout à fait exacte pour l'Europe comme pour les États-Unis, donc je pense que le rapprochement que fait Guy Sormand est tout à fait fondé. Ce qui me paraît quand même assez frappant, c'est que partout en Europe, comme aux États-Unis, au Canada, encore en Australie, ou même en Nouvelle-Zélande, les jeunes de toute cette nouvelle économie, qui ne sont pas forcément très fortunés ni très diplômés, ont rejoint par leur mode de vie et leur mode de pensée ce fameux camp des everywhere ou des anywhere. Et ils ne sont plus dans le somewhere. Donc ça contribue à rendre toute une partie de l'Amérique, de la France, de l'Italie, de l'Allemagne ou de tous les autres grands pays européens, par exemple, surtout au Royaume-Uni, ça a joué un grand rôle. Tous ceux qui sont ancrés dans un paysage local n'ont pas envie d'une mondialisation qui les dévore et qui leur retire ce qu'ils pensent être des avantages encore à maintenir ou à conserver. Et je crois que cette grille de lecture est valable dans toutes les démocraties occidentales aujourd'hui. C'est un élément essentiel. Au fond, la sociologie est devenue presque plus importante que la politique libérale, étatiste, gauche, droite. Tout cela paraît singulièrement balayé, complètement obsolète, en face de ce critère sociologique essentiel. Suis-je à l'aise dans la mondialisation et est-ce que j'y trouve un bénéfice personnel, familial, amical ? Ou est-ce que je ne suis pas à l'aise avec ça, j'ai la sensation de perdre, et alors là, je voterai pour des gens comme Trump ou d'autres candidats qu'on connaît en Europe. Guy Sormand, donc si on suit le raisonnement de Christian Macarian, peut-on dire que les électeurs de Trump, ça leur est complètement égal que les troupes quittent l'Irak, quittent l'Afghanistan, enfin tout ce que Trump fait en ce moment, de toute façon ils le soutiendront? Oui, la politique étrangère, vu de mon village américain, c'est tout de même très très loin. Hein. Donc ça n'a pas eu une incidence formidable. Ce que dit Christian est plus important. C'est cette notion d'ancrage géographique, d'ancrage territorial, peur de la mondialisation. On est un peu dans l'ordre du mythe. Hein, c'est plutôt la peur de la mondialisation que la mondialisation elle-même qui fait que l'on va du côté de Trump plutôt que du côté de Biden. Mais moi, ce qui me frappe, si je peux personnaliser un peu les choses, j'habite une toute petite ville au nord de New York où l'on vote républicain.
ne sont pas des gens pauvres, ils sont généralement blancs, ils sont attachés à ils ont tous un drapeau américain devant leur pavillon. Cette semaine s'ouvre la chasse à la dinde, qui se pratique à l'arbalète. C'est la tradition locale. Et ces Américains blancs qui chassent la dinde à l'arbalète, qui vivent dans une sorte d'Amérique rêvée, ont peur de perdre leur ancrage territorial, ont peur de perdre la joie que représente la préparation de Thanksgiving dans 15 jours. Donc c'est cette peur un peu irraisonnée de ce qu'on appelle la mondialisation qui fait que Trump apparaît pour les États-Unis, mais on a l'équivalent effectivement en Europe. C'est cette peur qui les ancre dans le camp républicain, mais sans vouloir nier l'aspect territorial et géographique, l'indifférence à ce qui se passe au reste du monde. Il y a quand même cette dimension politique gauche-droite, c'est-à-dire que la droite aux États-Unis, elle est anti-étatique. Et il est certain que le programme de Biden, où l'État va s'occuper de tout, de votre santé, de votre école, etc., et évidemment augmenter vos impôts, ceci s'ajoute à l'ancrage territorial. Donc Trump, encore une fois, c'est la réunion de ces deux phénomènes, peur de la mondialisation et peur de l'État. Et la personnalité elle-même de Trump, est-ce que ça ne le dérange pas, ses partisans? Je veux dire, je ne parle pas seulement de ses cheveux oranges, mais je parle de ses tweets incessants, de son attitude des procès, de ses relations avec des actrices porno, relations supposées évidemment. Tout ça, ça ne les défrise pas? Écoutez, bon, moi, ça me fait bondir d'indignation tous les matins, mais encore qu'on finit par être vacciné, avec 50 tweets par jour. Alors, ce qui est tout à fait étrange, c'est que ça ne les dérange pas. Pourquoi? Parce qu'il joue précisément le côté anti-étatiste, anticonformiste. La plupart de ces tweets, c'est contre l'establishment, contre Washington, contre les féministes. Il faut bien voir aussi que ce qu'on appelle les gilets jaunes américains sont plutôt machistes. Enfin, on a 4 fusils, on a un chien de chasse, on va chasser la dinde, comme je le disais. Les femmes sont à la maison pour faire la cuisine. Donc, Trump s'inscrit en résistance contre le multiculturalisme, contre le mariage gay, contre le féminisme. Donc, ce côté clownesque, violent, parfois insupportable pour nous, et au contraire très apprécié par ses électeurs, c'est ce côté non conformiste. Il y a un autre grand mystère aussi. En France, la religion ne joue pas un grand rôle dans la vie politique, mais aux États-Unis, oui. Et on sait que les mouvements chrétiens évangéliques, qui sont les chrétiens les plus ardents aux États-Unis, soutiennent Trump en dépit de ses frasques sexuelles. C'est complètement aberrant. Il y a une raison. C'est que le critère pour les évangéliques américains, c'est l'avortement. Donc, Trump étant contre l'avortement, ça lui permet de drainer une énorme population qu'on n'imagine pas aux États-Unis, en France, population qui a 2 obsessions. Israël et le refus de l'avortement. Et Trump a joué très finement en faveur d'Israël, comme nous le savons, très ouvertement contre la légalisation de l'avortement, et ça lui permet de faire oublier toutes ces frasques parce qu'il conforte le noyau dur des évangéliques protestants. Là, ce sont des millions de voix qui ont joué un rôle déterminant et qui expliquent ces grands succès dans le Sud, en particulier dans le Texas, qui est vraiment le cœur de l'évangélisme américain. Christian Macarian, est-ce que le Trumpisme existe ou pourra exister en dehors de Trump?
Non, ce n'est pas une doctrine. Ça n'est pas parcouru de dogme, au contraire, ça se caractérise par un très grand pragmatisme et un caractère constamment imprévisible. Donc c'est lié à la personne qui porte cela et non pas à une doctrine. Sur les éléments doctrinaux, il y a ce que Guy Sorman vient de rappeler, c'est-à-dire une énorme méfiance à l'égard de l'État fédéral, la volonté d'abaisser le poids de l'État, notamment en abaissant les impôts. Or, comme ça a été rappelé, Joe Biden va commencer normalement, s'il tient promesse, et s'il a l'assentiment du Congrès, Biden devrait commencer par augmenter l'impôt sur les sociétés, sans le rétablir au taux où il était avant Trump, mais tout de même en le montant assez près de ce taux antérieur. Donc il y a 2-3 éléments du trumpisme de cette manière-là. Une espèce quand même de méfiance à l'égard de l'étranger. Moi, je n'ai pas tellement envie d'employer le terme de xénophobie, mais enfin tout de même, une focalisation sur l'étranger pour un pays qui historiquement est issu de l'immigration, évidemment, et puis un désengagement international en ce qui concerne tous les champs d'intervention militaire où les États-Unis ont perdu à la fois leur image des militaires et puis des positions stratégiques. Ben, le problème, c'est que Joe Biden ne pourra pas faire énormément de choses très différentes. On ne voit pas Joe Biden rétablir les expéditions militaires, puisque déjà Obama, avant Trump, avait donné le tempo. Il y a un désinvestissement américain. Quant au plan intérieur, si Biden, effectivement, qui est catholique, pour revenir à la grille de lecture de Guy Sorman, qui est le deuxième président catholique des États-Unis après John Fitzgerald Kennedy, donc c'est une sorte d'exception, hein, quelque part, eh bien, à mon avis, il n'ira absolument pas contre Israël et il ne va surtout pas remettre en cause, par exemple, la mesure phare de Trump qui a été le déménagement de l'ambassade des USA à Jérusalem, ou bien encore le blanc-seing ou la bénédiction donnée à Israël pour l'annexion du Golan. Biden ne va pas remettre cela en cause. Non, Biden agira sur d'autres éléments qui peuvent détricoter le trumpisme, par exemple le climat, puisque Biden, de façon à mon avis assez habile, a dit très très vite, c'est une de ses toutes premières décisions, nous allons rejoindre l'accord de Paris sur le climat. Et ça, c'est quelque part, ça détruit un élément, s'il y arrive, mais il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas, ça détruit un élément fondateur du trumpisme, c'est-à-dire cette espèce de furie anti-climatique qui animait le trumpisme. Et puis, il faudra surtout retrouver des éléments de croissance. Au fond, et je résume tout, si Biden retrouve une sorte de prospérité et arrive à faire baisser les statistiques épouvantables des victimes de la Covid-19, quelque part, le trumpisme sera lessivé. Si Biden n'y arrive pas, et si les gens restent dans l'idée que sous Trump, l'économie était plus prospère, alors le trumpisme a peut-être encore une chance de trouver des rejetons. Guy Sorman, est-ce que cette pandémie a joué un rôle dans la compétition électorale et, je veux dire, dans le résultat de l'élection? Personnellement, je pensais qu'à partir du moment où Trump avait adopté cette attitude de ne pas reconnaître vraiment la vérité, de ne pas faire ce qu'il faut pour lutter contre la pandémie, je pensais que ça l'handicaperait gravement auprès de l'électorat, alors il n'en a absolument rien été. Comment expliquez-vous ça? C'est un peu une course de vitesse. Hein. On annonce ces jours-ci un vaccin, comme pratiquement certains, et qui devrait être distribué aux États-Unis à partir du mois de janvier, même deux vaccins. Trump espérait que ça arriverait avant, et donc il a été victime du timing, d'une course de vitesse entre la croissance économique qui était très forte et la Covid qui a détruit cette croissance économique. Mais il a réussi à tenir assez longtemps sur le mensonge, sur la vérité de cette pandémie. Pourquoi ça a marché?
en grande partie à cause de la géographie de la pandémie. Le virus a touché essentiellement les grandes villes, les grandes agglomérations, commencé par New York en mars dernier, puis Los Angeles, Seattle. C'est-à-dire des régions qui votent démocrates et qui ne sont pas trumpistes. Et Trump il a réussi à identifier la pandémie et les grandes villes cosmopolites démocrates. Ça a marché un certain temps. Et ces électeurs qui vivent en général dans des petites villes et dans des zones rurales, jusqu'à ces toutes dernières semaines, n'ont pas vraiment été touchés par la pandémie. Donc encore une fois, c'est vraiment une question de timing. Je dirais, l'élection se serait passée il y a 6 semaines, Trump pouvait passer, mais là, il se trouve que la pandémie a atteint les zones rurales et les petites villes. Et donc le discours négationniste de Trump sur la pandémie et le retard du vaccin par rapport à ce qu'il avait annoncé fait que l'opération a raté. L'opération a raté. Et je voudrais ajouter à ce que disait Christian un autre élément, parce que il faut éviter toujours de plaquer la grille de lecture française sur les États-Unis et réciproquement. C'est pour ça que je me suis permis d'insister sur l'importance du débat sur Israël, nous sommes bien d'accord là-dessus, l'importance du débat sur l'avortement, qui en France n'existe plus. Il y a un autre élément qui a failli faire passer Trump et qui a fait longtemps sa fortune, c'est le cours de la bourse. Alors en France, le cours de la bourse n'a pas un impact électoral considérable. Mais aux États-Unis, oui. Pourquoi? Parce que les retraites sont indexées sur les cours de la bourse. Contrairement à la France, où on a un système de retraite par répartition, la retraite aux États-Unis, c'est ce que vous avez en bourse. Et donc, il y a eu tout ce discours sur regardez comme se maintiennent les cours de la bourse, qui, du côté français, est presque incompréhensible, mais qui, aux États-Unis, a beaucoup joué en faveur de Trump, et qui existe que, malgré la récession économique, malgré la pandémie, les cours de bourse ont tenu, et donc sa popularité également a tenu. Donc là, ce sont des éléments qui sont spécifiques aux États-Unis et qui n'ont pas d'équivalent en France. Guy Sormand, je vous remercie. L'heure est venue de terminer cette émission. Je vous remercie pour tous les éclaircissements que vous avez bien voulu nous apporter depuis New York. Merci beaucoup, Christian Macarian. Je rappelle que vous êtes éditorialiste à LCI. Et je vous propose, à l'un comme à l'autre, de nous retrouver sans doute au moment de l'inauguration du nouveau président américain. Chers amis téléspectateurs, à bientôt.